Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans les éditions Sopiprod. Nous sommes en Belgique, nous sommes à Charleroi, en pleine matinée de vote. C'est pourquoi vous ressentez ce calme apparent, parce que la plupart des Belges, des compatriotes qui ont fait la fête toute la nuit, sont aussitôt allés dans les bureaux de vote. Parce qu'il faut dire que beaucoup de Camerounais, cette fois-ci, ont décidé de s'impliquer dans la vie de leur localité, dans la vie de la commune. Question, n'est-ce pas, voilà, d'exister d'une manière ou d'une autre, parce que c'est des personnes qui travaillent ici, qui paient les impôts, qui participent à la vie de la cité. Alors, notre invité ce matin, n'est-ce pas, Elbias qui évidemment a passé un week-end avec nous ici du côté de Charleroi. Alors, Elbias, avant d'entrer dans le clou de notre sujet, vous avez constaté comme moi qu'il y a une réelle effervescence sur la place belge, des compatriotes qui ont décidé de se lancer dans la vie de la cité. Qu'en pensez-vous? Bonjour monsieur les Sopi, bonjour à tous les téléspectateurs des éditions Sopiprod. Avant de commencer mon propos, j'aimerais tout d'abord te remercier pour tout ce que tu fais pour la diaspora. Et c'est un réel plaisir pour moi de passer toujours dans les éditions Sopiprod. Alors maintenant, pour revenir à la question, ce n'est qu'une valeur ajoutée pour que les gens puissent s'imprégner de la vie, de la ville, de la Belgique par exemple, qu'au jour d'aujourd'hui, les Africains en général et les Camerounais en particulier s'intéressent à la vie politique. Et ils le font pratiquement dans toute la Belgique. Où qu'ils se trouvent, les Camerounais, ils ont décidé de se lancer. Et je pense que c'est quelque chose d'assez positif et qui doit aussi nous inspirer du côté de la France. Effectivement, mais il y a dans certains coins de la France où les Camerounais s'investissent aussi déjà dans ce sens, dans la vie politique, parce qu'on a compris que pour notre bien-être et pour le changement des choses, il faut s'imprégner dans la vie politique, dans le pays dans lequel on vit, quoi. Absolument. Alors pour revenir, n'est-ce pas, sur la culture, Elbias, on vous connaît comme un organisateur événements. Vous avez organisé plusieurs événements, évidemment avec des collaborateurs à vous. Vous avez également été manager de plusieurs événements. D'ailleurs, il y a un événement qui arrive à grands pas, que vous êtes en train de manager aussi. Comment se porte la culture camerounaise? Comment se porte la culture africaine dans le cocon parisien? Merci pour cette question. Et je dirais tout d'abord que le showbiz parisien, comme je le dis toujours, c'est le cardio au bord du suicide. Si tu n'es pas préparé, il ne faut pas t'aventurer parce que c'est un gros risque. Je ne vous coupe pas, mais vous parlez de cardio au bord du suicide. C'est quand même une expression assez lourde sur le plan médical. Oui, je le dis tout simplement parce qu'il y a des gens qui s'aventurent à organiser des événements et qui ne sont pas préparés, ils n'ont pas bien ficelé leur projet. Et après le projet, après l'événement, ils se retrouvent à être endettés. Quand tu es endetté, il y a le banquier qui t'appelle tout le temps. C'est tu es dans la dépression. Tu es dans la dépression, ça ne va plus et tout simplement parce que... Au-delà de l'endettement, on peut aussi aller dans une tontine et prendre sa tontine et puis avoir de l'échelon, ou peut-être on a cotisé et puis on décide de prendre un 10 000, 20, 15 000 euros et on se lance. Oui, on se lance et après la soirée, si tu ne parviens pas à rentabiliser ces 30 000 euros, tu n'es pas bien parce que tu as perdu de l'argent. Tout être humain qui perd de l'argent n'est pas bien. Ça fait mal, c'est vrai. Donc ça fait très mal. C'est pour cette raison que je donne toujours des conseils de faire très attention, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de promoteurs ou de promotrices qui ne disent pas la vérité. Il y a beaucoup de promoteurs ou de promotrices qui perdent beaucoup d'argent dans des soirées, mais après la soirée, elles vont mettre sur les réseaux sociaux succès total. Et c'est le mot succès total qui incite les autres à se lancer. Mais on peut non plus venir dire qu'on a échoué. Non, mais on peut se dire la vérité en disant que, bon, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Que de dire que ça a marché, j'ai eu un bénéfice de 15 000 euros. Ce succès, il est
très souvent apparent. Lorsqu'on regarde la salle, elle est pleine et parfois au fond ce sont des invitations. Oui, il y a certains qui procèdent par les invitations et ce qui n'est pas bien pour le promoteur tout simplement parce que la salle elle est pleine, mais les finances ce n'est pas ça, ça ne suit pas. Les gens, il y a certains promoteurs ou bien certaines promotrices qui ont même du mal à payer les prestataires le matin après un événement. Or, tout ça, il faut recadrer tout cela. Il faut recadrer tout cela parce comment recadrer tout cela? Pour recadrer tout cela, il faut bien préparer son projet. Et comment préparer son projet? Voilà, on se lève un matin pour dire qu'on devient promoteur ou promotrice. Il faut déjà créer son propre concept. Il faut quand même pas aller à l'école pour faire 5 ans d'études, voyons. Non, il faut pas. J'ai mon argent, je me jette. On me le défendra pas. Oui, effectivement. C'est le véritable problème. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que c'est quand on a de l'argent, dès qu'on a de l'argent, on peut organiser une soirée, on peut se permettre. Non. Il y a d'autres critères qui rentrent en compte. Il faut étudier son projet à partir de la salle, les artistes, le public qu'on recherche et le concept qu'on veut présenter au public. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai comme impression que tout le monde va presque dans le même sens. Dans le même sens. Et il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas la magie. Il n'y a pas la magie. Il y a des événements. Monsieur Hilaire, regardez par exemple l'événement de Qui c'est que Dieu, qu'elle a organisé dans un bateau. Oui. C'est novateur. C'est innovateur. Oui. Ça suscite la curiosité. Les gens sont curieux de savoir, qu'est-ce qu'elle va nous proposer. Parce que toutes les autres soirées, c'est les soirées dansantes. On sait que quand on arrive, un certain nombre va arrêter la musique, c'est le playback, on va danser et les artistes vont chanter. À un moment, ça fatigue. C'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Il faut essayer d'améliorer et tout. C'est pour ça que parfois, moi, je dis quand même un coup de chapeau à ces jeunes, à ces promotrices ou bien promoteurs qui essaient d'innover, qui proposent des galas. Du sang neuf. Voilà, qui apportent du sang neuf. Qui font des galas dans de belles salles, salon Hoche et tout, comme la soirée du 14 ou bien la soirée du 7 décembre, où on essaie de proposer quelque chose de différent, dans un beau cadre, quoi. Alors, évidemment, dans la suite logique de ce que vous parliez tantôt, dans l'optique de l'innovation, on s'est rendu compte que ce soit à Paris, en Belgique et même du côté des États-Unis, une sorte d'innovation dans la manière de faire les choses dorénavant au travers du pagne, au travers des tissus. Pour vous, ça fait toujours partie de l'innovation, j'imagine. Effectivement, parce que nous avons compris, les Africains ont compris à un moment ou à un autre que la tradition, c'est nos valeurs. Et qui dit tradition, dit nos tenues. Et oui, ça passe aussi par... Voilà, ça fait plaisir de nous voir en tenue traditionnelle. Parfois, quand on est habillé en tenue traditionnelle, on passe dans les transports en commun, les Blancs sont tellement contents. Ils nous regardent avec nos tenues, ils disent, franchement, monsieur ou madame, vous êtes très très bien habillés. Vous savez, aujourd'hui, le cabas, il coûte dans les grands magasins, il coûte à 1000 €. Waouh. Oui. Le simple cabas. Le simple cabas, il coûte 1000 €. 1000 €. Mais comment expliquer ça? Oui, parce que les Blancs ont compris la valeur du pagne. Or, nous les Africains, on est toujours on a traîné. On a peur. On a traîné, La honte, c'est quoi? Au jour d'aujourd'hui, beaucoup sont en train de sortir de cette peur. On est en train de comprendre que notre tenue traditionnelle... Par contre, les Africains de l'Afrique de l'Ouest, eux, ils étaient déjà habitués. Ils sont avancés par rapport à nous, par rapport à notre tenue traditionnelle. Ils sont avancés. Nous, on est en train de découvrir. C'est comme si on est en train de découvrir nos tenues. Aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps. Et pourtant, c'est vrai. On a grandi dedans, ça nous a bercé. Effectivement. Donc, c'est pour cette raison que j'apprécie énormément toutes ces personnes qui ont mis les concepts tradition en place.
culture et tradition, la journée traditionnelle et culturelle, la journée vestimentaire, tout ça, toutes ces personnes, franchement, ce sont des personnes à féliciter. Ce sont des personnes à féliciter, à encourager et aussi. Absolument. Alors, eh bien, l'année s'achève, là, on est à quelques mois de la fin. On a pas mal d'événements en vue. Mais à mi-parcours, quel est le ressenti, n'est-ce pas, du manager que vous êtes quand vous voyez tout ce qui a bien pu se passer il y a de cela bientôt 6, 7, 8 mois en arrière? On a eu les pyramides, on a eu tout récemment d'ailleurs l'événement de Macom Massandia Nakaba. On a eu Passy la noblesse aussi, et évidemment l'événement Diembo qui n'avait pas cette connotation, mais on a quand même 3 gros événements sur le plan traditionnel et culturel qui semblent avoir marqué l'opinion. Je reviens par rapport à ce que je disais tantôt, que les gens commencent à adopter, à apprécier notre tenue traditionnelle. Vous avez vu, l'apothéose, c'était la nuit de la culture et des traditions. Voilà. Les tenues étaient tellement belles. Les gens étaient bien habillés, avec différentes tenues africaines. Et après, il y a eu la journée culturelle, vestimentaire, traditionnelle de Makoma Sandianakaba, où vous avez vu, il y avait un monde fou. Et ça a continué en Belgique, chez Passy la noblesse, où les gens étaient toujours en tenue traditionnelle. Très joli d'ailleurs. Et vous allez voir, bon, l'année n'est pas encore finie, mais vous allez voir que les événements qui ont vraiment marché sont ceux qui ont collé des thèmes à connotation culturelle traditionnelle. Voilà. Donc, ça veut dire que ça marche. La tradition est en train de prendre son envol en diaspora. Et c'est une très très bonne chose. Nos tenues, on est en train de les mettre en valeur. Il était temps. Comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Absolument. Je pense qu'il est temps pour qu'on s'habitue à mettre nos tenues traditionnelles. Alors, aujourd'hui, vous êtes déplacé pour la Belgique. Vous avez dû observer ce qui a bien pu se passer chez Van, le gouverneur. En termes de comparaison, sans parler véritablement de comparaison, puisque le public n'est presque pas pareil, quel regard faites-vous quand vous quittez Paris avec ce regard de professionnel que vous êtes dans le monde de la culture à Paris et le regard que vous faites en si peu de temps de ce que vous avez vu ici, de ce qui s'est passé en très peu de temps sur le place belge? Je pense que la Belgique est en train de monter en puissance depuis quelques années. Il y a eu le Clitorium. Il y a eu la journée, la soirée de Passy la noblesse, autant pour moi. Et hier, on a vu la soirée de Van le gouverneur, qui était une très très belle soirée. La salle était archi-comble, les gens étaient bien habillés. Ça veut dire que il y a la concurrence. La Belgique devient un concurrent sérieux pour Paris. Et bien, on a 3 heures, hein? 3 heures de voiture, 1h30 de train, donc c'est vite. Je peux me permettre, sans risque de me tromper, que la Belgique, en termes de soirée, devient un concurrent sérieux de Paris. On va revenir un peu sur une situation qui a toujours perturbé Paris, le fait de mettre les événements, comme ce qui s'est d'ailleurs passé ce week-end, plusieurs événements, rien que le temps d'un soir. Ça n'a pas changé, on a beau décrier, mais rien n'avance au final. Oui, rien n'avance tout simplement parce que chaque promoteur, quand tu lui dis à l'autre qui a son événement, la réponse qu'il te donne, c'est que j'aime mon public. J'aime mon public. Je ne compte pas sur ce public, j'aime mon public. Or, ce mot, imaginez-vous, à Paris, le week-end dernier, ce week-end, il y avait 3 événements. Absolument. Ce qui est sûr, c'est que s'il n'y avait pas l'événement de Belgique, il y a beaucoup de gens qui allaient se retrouver à la soirée de Paris. Et vice-versa. Absolument. Du coup, c'est un manque à gagner pour les promoteurs. Il faut qu'on se dise la vérité. 2 événements le même jour, ou bien 2 événements, un événement à la veille et un autre le lendemain, il y a toujours un promoteur parmi les 2 qui va payer les pots cassés. Ce qui est sûr. Parce que c'est la même clientèle. On doit se dire la vérité. Oui, qui fait le tour. C'est la même clientèle qui fait le tour. Et une personne ne peut pas dépenser l'argent le vendredi et dépenser l'argent le samedi. C'est coûteux, c'est lourd. Imaginez une personne qui sort de l'Allemagne, par exemple. S'il doit être dans un événement le vendredi et le samedi, c'est minimum
entre 600 et 1000 euros dans son budget, entre l'hôtel, son transport, le manger, et bref, tout son séjour. Tout ce qui va avec. Et tout ce qui va avec, sa participation à l'événement. Donc c'est coûteux. Un moment, si la personne fait ses calculs, la personne sera obligée de choisir un événement. Absolument. Et ce qui est sûr, c'est que parmi les deux événements, il y a toujours un événement qui va capoter. Alors, Elbiaz, vous qui accompagnez les promoteurs et qui organisez aussi, sois un peu honnête, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les événements sont rentables? Organiser une soirée, est-ce que c'est si rentable que ça? Il y a quelques années avant, quand nous organisions avec notre association, les Diadia, les événements étaient beaucoup plus rentables que maintenant. Parce que c'était du basique. Chacun achète son billet et arrivé dans la salle, les clients achetaient leur boisson. C'était beaucoup plus rentable parce qu'il y avait non seulement moins de pression, il y avait moins de dépenses. Il n'y avait pas les décorations bling bling, il n'y avait pas de réservation de table et tout qu'il faut louer les salons, il faut finir. C'était les événements basiques parce que c'était d'abord la joie des retrouvailles. Oui. Les gens venaient s'amuser. Je ne dis pas qu'aujourd'hui les gens ne viennent pas s'amuser. Les gens viennent s'amuser, mais il y a beaucoup plus de dépenses derrière. Il y a beaucoup plus de dépenses entre la location des salons, des tables VIP et tout. Et la boisson aussi qui a changé. Les prix ont monté. Et puis avant, il y a des boissons qu'on ne retrouvait pas aussitôt dans les soirées, mais qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire des événements sans un certain type de boisson. Oui, parce qu'il y a des clients qui sont exigeants. Donc, le promoteur parfois obligé de s'aligner parce que quand le client lui passe la commande, que moi je veux ça, le promoteur ou la promotrice est obligé de s'aligner, mais pas derrière, c'est coûteux. C'est coûteux parce que si tu payes une bouteille au magasin à presque 100 euros, il faut image. Absolument. Il faut image pour que tu revends la boisson à 140 ou à 150 euros. En gros, les événements d'antan étaient beaucoup plus bénéfiques pour les promoteurs que les événements d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour gagner dans un événement, il faut non seulement beaucoup travailler. Par rapport à avant, il faut beaucoup travailler, il faut proposer quelque chose de nouveau, il faut attirer, novateur. Voilà, il faut attirer une autre clientèle parce qu'il y a déjà la clientèle qui est là. Il faut aller chercher un autre type de clientèle pour venir remplir ta salle. Mais on dirait aussi que les réseaux sociaux ont plus ou moins facilité la tâche aujourd'hui, puisqu'avant, il fallait aller de restaurant en restaurant, aller de porte à porte, de bouche à bouche, alors qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il suffit d'avoir un bon petit réseau et balancer, et puis tout le monde est au courant. Oui, tout le monde est au courant, certes, mais le succès d'un événement ne se fait pas par les réseaux sociaux. C'est cette impression qu'on a, mais au final, on se rend compte que, parce que tu peux faire une publication sur les réseaux sociaux, il y a 1000 personnes qui adhèrent. Alors qu'au fond, mais les 1000 personnes ne sont pas à Paris. Il y a environ 100 personnes qui sont à Paris. Et les autres sont même au Cameroun. Ils ne viendront pas à ton événement. Alors que c'est pour cette raison que je dis la meilleure promotion, c'est la promotion de proximité. Sortir, aller vers les gens, expliquer le concept, motiver les gens à venir à ton événement et tout, présenter le concept que j'aimerais que tu viennes m'assister. Voilà ce que je présente. Essayer de faire quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Les gens ne réfléchissent plus beaucoup, on se laisse aller par des concepts bidons, on ne veut pas creuser sa cervelle pour apporter quelque chose de neuf? Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de promoteurs qui se lancent, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de fonds. Ils sont obligés de prêter de l'argent de gauche à droite pour organiser un événement. On n'est pas obligé. Mais le problème, c'est que les promoteurs, les anciens ne disent pas parfois la vérité. Parce qu'ils ratent un événement, ils laissent croire que c'était le succès total. Voilà. Parce qu'avec l'arrivée c'est un piège. Avec l'arrivée des réseaux sociaux. Tout est bling bling, tout est beau, tout est apparent. Il y a des photographes ou bien les caméras qui vont dans un coin de la salle, ils filment un coin de la salle et après le promoteur, la promotrice va mettre sur les réseaux sociaux succès total mondial.
mondial. Et quand sa copine lui demande que, mais ma copine, ah, j'ai vu que tu as mis succès total pour ta soirée et tout, donc tu as gagné beaucoup d'argent. Je lui dis que oui, bien sûr, j'ai eu un bénéfice de 15 000 euros. Ah, et quand tu lui dis hein? ça donne les idées. Ta copine va aller prêter de l'argent ou bien qu'elle est dans une tontine. Dès qu'elle bouffe sa tontine de 10 000 euros, elle va aussi injecter. Alors que pour organiser une belle soirée, c'est entre 40 et 50 000 euros. Ouais, pas évident du tout. Quand tu te lances avec 10 000 euros, tu payes la salle, tu payes l'artiste, tu n'as plus rien. Ah ouais. Les problèmes commencent. Les problèmes commencent. Avant la soirée. Un engrenage. Voilà. Il faut aller prêter de l'argent pour tenir la tête, pour ne pas... Ce que beaucoup de gens, je donne un conseil aux jeunes promoteurs, aux jeunes promotrices. Pour faire un événement, on part sur une base, la capacité de la salle. Oui. Tu ne peux pas avoir une salle de 200 personnes, tu as l'entrée à 30 euros. 200 personnes multipliées par 30 euros, ça te fait 6 000 euros. Et tu vas prendre un artiste qui te prend 4 000 euros. Il y a un problème. Donc, avant la soirée... Il faut un business plan. C'est déjà un échec. Ouais. Avant ta soirée, c'est déjà un échec. Parce qu'il y a parfois des promotrices qui m'appellent, qui me disent que je veux ben des cas. Tu ne peux pas aller prendre un artiste qui coûte 5 000 euros. Tu veux petit pays. Tu veux prendre un artiste qui coûte 5 000 euros, mais tu l'amènes dans une salle de 300 personnes. 300 personnes, ton entrée c'est 30 euros. Même si tu parviens à remplir les 300 personnes, ça te fait 9 000 euros. Tu vas dans la perte. 9 000 euros, tu donnes 5 000 euros à l'artiste, il te reste 4 000 euros. 4, donc tu ne peux pas gagner. Alors, après cet événement, tu ne peux pas rentabiliser. Ouais. Alors, on a pas mal d'événements également qui arrivent. On voit qu'il y a un grand chamboulement là qui arrive à grands pas. On est qu'au mois d'octobre, on a novembre, on a décembre, la fin d'année, avec tout ce que cela comporte. Est-ce qu'on peut avoir un éclairage sur tous ces événements, surtout à Paris, hein, où vous êtes basé? Oh oui, le mois de novembre à Paris, je dirais que c'est un mois de tous les dangers. Parce qu'il y a 3 grosses soirées qui se suivent. Le 2 novembre, avec l'apothéose de la MAF aux Fleurs de Lille. C'est pas l'apothéose. Autant pour moi, l'ouragan. L'ouragan, voilà. Le 2 novembre à Paris, l'ouragan de la MAF aux Fleurs de Lille. Le 9 novembre, les 30 ans de carrière, autant pour moi, de l'artiste Benji Mateke. Et le 16 novembre, le gala Cœur Blanc de la sœur Lily Paulson. Lily Paulson, évidemment. Et c'est très compliqué, Ouais. alors que nous avons le même public. Ce qui est sûr, c'est que parmi les 3 promoteurs, il y a les événements qui vont bien marcher et d'autres qui risquent. Je dis bien qui risquent. Je mets entre parenthèses parce que bon, Dieu peut faire en sorte aussi que... Qu'est-ce qui explique le choix des dates? Qu'est-ce qui explique le choix des dates? Le problème, c'est quoi? Il n'y a pas une personne qui gère ces dates. Parce que si, par exemple, moi, si je veux me lancer pour organiser un événement l'année prochaine, je cherche une salle. Le problème, ce sont les salles qui déterminent. Ce que les gens doivent savoir, c'est que parfois, ce n'est pas le promoteur qui choisit la date. C'est en fonction de la disponibilité. C'est la salle qui t'impose une date. Pourquoi les promoteurs ne se mettraient-ils pas en corporation assez solide, comme bien d'autres l'ont plus ou moins déjà fait? Essayez, hein, on ne peut pas tous s'entendre, mais essayez quand même de consolider une corporation pour faire bloc. On a déjà essayé plusieurs fois, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché tout simplement parce que il y a des promoteurs ou des promotrices qui disent toujours la même chose. Je n'ai pas besoin d'eux. J'ai mon public, je peux organiser, je n'ai pas besoin de Hilaire Sopi, je n'ai pas besoin de Roger Lissaquet, je n'ai pas besoin de telle personne. Donc du coup, elle va prendre sa salle, personne n'est au courant, et on se rend compte qu'elle nous a sorti une date, alors qu'il y a une autre personne qui avait déjà prévu son événement. Du coup, les événements se suivent parce que les promoteurs parfois ne sont pas en contact. Chacun travaille en solo de son côté. Chacun travaille en solo de son côté. On se rend compte que le moment venu, les dates sont collées. C'est ça le véritable problème. Est-ce qu'on pourra un jour avoir un planning annuel des soirées?
peut-être pas l'idéal, mais ce serait déjà un début de solution. Voilà. Mais qui peut prendre cette initiative? Quand tu te lèves pour dire que, ok, bon, je vais organiser, on va dire que à lui là, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Pourquoi c'est lui qui veut gérer ça? Alors que ce sera bénéfique pour tout le monde. Il y a des promoteurs, les promoteurs ne sont pas obligés d'organiser les soirées chaque année. Ouais. On peut dire que, ok, bon, cette année, voilà les promotrices ou les promoteurs qui peuvent organiser des soirées. En 2024 et en 2025, voilà les promotrices. Sincèrement, si on fonctionne comme ça, tout le monde va gagner. On va trouver son compte. Tout le monde va trouver son compte. Si on dit cette année, on prend 6 promotrices ou bien 6 promoteurs. On dit, ok, au mois de janvier, telle personne. Mois de février, telle personne. Mois de mars, avril, mai. Au moins, à Paris, les promoteurs et les promotrices s'organisent à avoir un événement par mois. Une petite question qui embarrasse comme ça très souvent certains organisateurs qui me posent la question de savoir, mais là, vous êtes manager d'un événement en novembre. Oui. Vous avez deux événements en novembre ou pas? Non, j'ai un événement en novembre. Novembre. En décembre, vous avez un événement. Oui. Ah ben là, ça c'est votre cas. Oui. Mais on constate qu'il y a des managers ou des personnes qui accompagnent des promoteurs et qui managent pratiquement une soirée tous les week-ends. Est-ce que c'est possible ça? Oui, c'est possible. Il faut faire un travail en amont. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, un événement se prépare 1 an ou 2 ans à l'avance. C'est pas la dernière minute qu'on est. Un événement ne se prépare pas à 2 ou 3 mois. Ok. Il faut bien ficeler son concept. Quand on est manager dans l'événement, le promoteur, la promotrice, moi, je parle de mon cas. Quand une promotrice m'appelle que j'ai mon événement, je n'aime pas prendre les événements en cours. C'est assez embêtant. Voilà, c'est embêtant. Il vaut mieux aller à la base. Voilà, je vais à la base. Pour mieux maîtriser je choisis et la salle, et le plateau artistique, et les prestataires qui travaillent avec le promoteur ou la promotrice. J'organise tout. Au moins, je sais où on va. Si échec, je prends la responsabilité. Absolument. Parce que c'est moi qui ai tout organisé. Je parle plus de quand vous êtes manager d'un événement tous les week-ends. Oui. Est-ce que c'est logique? Ou peut-être parce qu'on est absolument à la recherche de l'argent. Parce que bon, après tout, il y a quand même un gain qui en ressort. Mais manager un événement ce week-end, le week-end d'après, qu'est-ce qu'on fait en amont lorsqu'il faut manager un événement ce week-end, le week-end prochain, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour cette raison que je dis il faut les préparer en amont. Oh. Je prends mon cas. Moi, j'ai refusé beaucoup d'événements cette année, par exemple. Mais ces gens n'étaient pas contents. Ok. Ces gens n'étaient pas contents. Donc, vous êtes contre ceux qui acceptent à tout prix? Oui. Ces gens n'étaient pas contents. Parfois, il y a même certains qui m'ont dit que mais ça ne fait rien. Tu peux manager l'autre événement et manager aussi mon événement. Parce que moi, je suis en même temps manager et parfois je fais aussi la communication des événements. Absolument. Ce qui fait que je suis en même temps obligé de manager et de faire la communication des autres événements. Parfois, je refuse. Comme 2025, j'ai des événements qui ont l'espace d'une semaine. Il y a des promoteurs, des promotrices qui m'appellent. Je dis que non, je ne peux pas. Je dis que la personne pense que c'est parce que tu ne veux pas travailler avec elle. Alors que tout simplement parce que tu te dis c'est lourd. C'est lourd parce que c'est un travail qui est derrière. Absolument. C'est un boulot. C'est un boulot. C'est un travail qui est derrière. Donc il faut vraiment travailler, il faut l'appeler tout le temps pour savoir est-ce que tu as déjà finalisé ça. Parce que quand tu es manager dans un événement, il ne faut négliger aucun détail. Aucun aspect. Aucun aspect, il faut tout vérifier. Est-ce que ça c'est déjà OK? Est-ce que ça c'est déjà OK? Tu contrôles tout. Parce que c'est toi qui as la tour de contrôle de l'événement. Et étant donné que la plupart de ces promotrices n'ont pas d'expérience, donc elles se reposent sur toi. Absolument, sur toi, entièrement. Entièrement. Donc en gros, par ricochet, c'est ton événement, c'est toi qui as l'événement, parce que c'est toi qui gères tout. Donc elle est là seulement pour aller vendre les billets, appeler les gens pour l'événement, mais c'est toi qui coordonne tout derrière. C'est toi qui coordonne tout, c'est pas évident. Pour revenir à ta question, c'est que parfois, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent accompagner ces jeunes promotrices ou bien ces jeunes promoteurs. Parce qu'ils savent que c'est beaucoup de boulot.
Et il y a certains qui ne veulent pas prendre de risques. Au jour d'aujourd'hui, dans le showbiz, il n'y a pas beaucoup de managers. Il n'y a pas beaucoup de managers. Donc, ces personnes-là, il y a des gens qui doivent les accompagner. S'il n'y a personne qui peuvent les accompagner, ils vont se casser la gueule parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Il y a les rouages dans le showbiz. Absolument. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière le showbiz. C'est vrai. Et moi, je suis toujours là pour leur donner des conseils pour éviter certains pièges. Pour éviter certains pièges. C'est pour cette raison que parfois on se retrouve à manager les événements qui se suivent. Tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. La promotrice va te dire que ouais, si tu ne me manages pas, je serai perdu. S'il te plaît. Il y a même des événements où je dis à la promotrice que je suis déjà engagé dans un événement. Je peux manager ton événement, mais en offre, je peux te donner des conseils. Absolument. Des coups de main. Des coups de main. Merci Elbias pour ce petit moment de partage. Alors on sait que le 2 c'est l'ouragan qui se prépare. Pendant qu'on y est, un mot, n'est-ce pas, à nos chers amis téléspectateurs, à travers le monde, parce qu'ils viendront de partout pour célébrer la MAFO internationale. Oui, je dirais, avant de commencer mon propos par rapport à l'ouragan, je dirais d'abord que la MAFO, c'est une femme bénie. Parce que... Comment ça? Toutes les femmes sont bénies, quand même, il faut le dire. Quand je dis bénie, c'est que elle remplit ses salles sans beaucoup d'efforts. C'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est une femme en dehors des réseaux sociaux qui est adorable. C'est vrai. Qui va facilement, qui a le contact facile, qui va facilement vers les gens et qui travaille sous la pluie, sous le soleil, en hiver. On l'a vu, elle est disponible. Elle est disponible. Tu l'appelles, tu dis que tu as besoin d'un billet. Elle n'habite pas à Paris, hein. Elle peut se déplacer pour venir te livrer ton billet à Château-Rouge. Elle prend son train pour venir te livrer. Ouais. Et c'est ce qu'on demande à tous les promoteurs, le contact. Très important. C'est pour ça que je dis la promotion de proximité, elle est très très importante. À quelques jours de l'ouragan, nous sommes en train d'aller dans un deuxième guichet fermé. Son premier événement, c'était du guichet fermé. Son deuxième événement, on risque encore d'être un guichet fermé. Tout simplement parce que la salle est déjà comble. On a une capacité de 1500 personnes en Nanterre, mais on a déjà dépassé les 1500 personnes. Waouh! On a déjà dépassé les 1500 personnes. On a rajouté des tables. Bravo la MAFO. Oui, parce qu'on a travaillé. Depuis que la MAFO on a fini la soirée de l'année dernière, on a commencé le boulot. On a commencé à travailler. Wow. On a commencé à travailler. On a fait le plateau. Dès qu'on a fait le plateau, on a fait la team et tout. Et on n'a pas pris n'importe qui dans notre team. On a cherché à prendre les meilleurs. Oui. On a cherché à prendre les meilleurs. Sans sectarisme, rien du tout. Non, on a cherché à prendre les meilleurs. J'ai dit, photographe, j'ai besoin de tel. Caméra, j'ai besoin de tel. Impresario, j'ai besoin de tel. J'ai dit, j'ai besoin d'un gars comme Guy Mittan pour nous accompagner dans le projet. Parce que c'est un projet lourd. Tout seul, peut-être que je n'allais pas y arriver. Il faut une personne qui a de l'expérience. Parce que MAFO n'a pas de l'expérience. Il fallait bien des personnes autour. Parce que quand même, il y a 500 places, c'est pas rien. Qui ont de l'expérience pour accompagner le projet. Voilà. Une personne qui perçoit de la lumière comme la MAFO, il faut des gens qui la soutiennent et qui l'accompagnent dans son projet. C'est pour cette raison que j'ai accepté de l'accompagner. Et jusqu'à présent, ça marche très très bien parce que elle est à l'écoute, elle nous écoute. Quand il y a quelque chose, elle nous appelle, elle demande conseil. On lui dit non, MAFO, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Elle n'est pas facile, mais on essaye de la canaliser. On lui fait comprendre que il faut savoir dissocier le monde virtuel et le monde réel qui est l'événementiel. Donc, on lui a donné des conseils que non, il ne faut plus être dans les clashs parce que là, tu auras le contact physique avec les gens. Absolument. Et quand tu as le contact physique avec les gens, tu ne veux pas tout être à couteau tiré avec du monde et tout. Parce que dans la vie, tu ne sais pas qui est qui. Si tu m'insultes, tu as un événement,
tu vas aller voir mon cousin. Je dis que non. Et il m'avait insulté. Donc, pour éviter tout ça. Est-ce qu'on peut dire que le fait que Fleur de Lille engage le monde culturel, qui est un monde quand même, il faut le dire, hein, est un monde où on est amené à rencontrer, à être en contact permanent avec des gens, lui a permis un tout petit peu de s'assager? Effectivement. Effectivement, parce qu'il y a eu un boulot derrière. On lui a donné beaucoup de conseils. On essaie de lui parler. Et on essaie de faire en sorte qu'il comprenne un moment ou un autre que tu peux pas être dans l'événementiel. Est-ce qu'elle ne reporte pas souvent ses clashs après ses fêtes aussi? Tu sais, elle a sa vie privée. Hein. Moi, j'essaie de lui donner des conseils sur l'événementiel. En ce qui concerne les soirées et son comportement, j'essaie de elle est libre de réagir en fonction de... Voilà. Mais en ce qui concerne l'événementiel, j'essaie de lui donner des conseils que non, il faut éviter, il faut qu'on essaie de prôner pour la paix. C'est ce que j'essaie toujours de lui donner comme conseil, qu'elle essaie de prôner pour la paix, parce que quand tu es dans l'événementiel, tu es une personne qui rassemble. Tu ne peux pas vouloir rassembler et diviser en même temps. Quand tu es dans les classes, tu es en train de diviser. Alors que tu fais des événements où tu as besoin du monde. Tu as besoin du monde, tu attends 1000 personnes. C'est pour cette raison que même les détracteurs de Fleur de Lille seront les bienvenus à l'Ouragan. Ah bon, à ce point, on en est là? On attend tout le monde. Ok. On attend tout le monde, on va accueillir tout le monde. Dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Ok. Même les gens qui n'aiment pas Flore, même les gens qui ont l'habitude de clasher Flore, ils sont la bienvenue. Seront les bienvenus dans à l'Ouragan. On attend tout le monde. Voilà. En tout cas, tous ceux qui aiment Flore ou qui la détestent sont évidemment la bienvenue. C'est la parole de son manager. Alors, Elbias, merci d'avoir été de nous tout au long de cet entretien. Merci vraiment pour tout ce que vous faites également, parce que vous faites partie des maillons forts de l'environnement culturel sur la place européenne, il faut le dire. Et là, vous préparez votre 2 novembre qui n'est pas facile, c'est pas d'emblée facile, mais on sait que vous avez, n'est-ce pas, l'épaule pour porter une telle tâche. Un dernier mot à tous nos invités. Oh oui, je dirais encore, comme je l'ai dit tantôt, que c'est un honneur et un plaisir pour moi de passer dans les éditions Sopi Pro. Monsieur Sopi, merci encore pour tout ce que vous faites pour le showbiz camerounais en diaspora. Je terminerai mon propos en disant que vous êtes tous attendus le 2 novembre pour soutenir autant pour moi notre MAFO international. Il faut bien compter dorénavant sur ce nom, la MAFO Fleur de Lille dans l'événementiel. Parce que la première soirée, c'était un guichet fermé. Et là, on tend vers un autre guichet fermé. En 2 événements, c'est un record sur la place parisienne. 2 événements, 2 guichets fermés. Donc, il faut compter sur elle. Vous êtes massivement attendus le 2 novembre à l'espace Chevreuil de Nanterre, à Paris, à l'Ouragan de la MAFO Fleur de Lille. Roger Sakel-Biaz, le manager des événements. Merci. Merci. Rendez-vous donc le 2 novembre. Il faut dire que Nanterre n'a plus ouvert ses portes depuis un mois au Camerounais. Et puis là, subitement, la MAFO, elle a tourné quelques baguettes m'a dit pour que le maire de la ville de Nanterre puisse lui accorder cette grâce. Non, Nanterre avait fermé pour les Jeux Olympiques. Ah, je comprends. Pour les Jeux Olympiques. Donc, mais nous, on avait déjà pris la salle l'année dernière. Ok. Donc, c'est pour cette raison prévision. Que... Oui. Après les Jeux Olympiques. Et puis, bon, pour la petite histoire, c'est la salle qui nous impose la date du 2 novembre. Ah, ok. C'est pas nous qui choisissons la date. D'accord. Ah, ouais. C'est la salle qui nous impose. Que le mois de novembre était déjà plein. Le mois de décembre était déjà plein. Donc, le seul moment... La seule date qui restait en 2024 en Nanterre, c'était le 2 novembre. Merci voilà pour l'éclairage, Elbias. Rendez-vous donc le 2 novembre. Vous êtes sur les éditions Sopi Prod. On aura l'occasion davantage de débriefer sur cet événement grandeur nature parce que rare, hormis l'apothéose, je pense que ce sera le second événement qui va rassembler autant de monde sur la place parisienne. Merci Elbias. Et bonne chance surtout, et surtout un bon retour également sur Paris. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un réel plaisir pour moi, Monsieur Elias Sopi. Merci. Merci.